beaucoup, Charlène. Donc, notre prochaine présentation va être par François Lespinasse. François est étudiant à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal et en dehors de sa vie académique, il est intervenant chez Écomotion et chez Même Zoé. Oui, Même Zoé. Yeah, merci. Fait que méditation en zone éducative, c'est ça le Même Zoé. Je fais de la méditation dans des écoles, dans des zones éducatives. Puis récemment dans des CHSLD. Puis on se sent bien ce soir? C'est important de porter attention à ça. Je vais essayer de vous en parler ce soir. Ça vous tente? Hein? OK. Fait que j'aurais peut-être une question quiz pour vous faire patienter en attendant. Est-ce que ça vous tente? OK. C'est vraiment philosophique. Là. Dans le fond, selon vous, on pourrait y aller librement, en fond. Il y a combien d'émotions? Je ne vais même pas vous laisser de choix de réponse. Là. Juste faites des propositions out loud. Il y a combien d'émotions qu'on peut vivre? Infini? OK, infini. Y a-t-il quelque chose dans l'autre proposition? 38, fait qu'un plus que une poignée. OK. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs propositions pour dire les humains vivent tel nombre d'émotions. Ça, c'est des théories. On a des concepts donc pour décrire comment on vit. Puis, moi, je suis de votre avis qu'il y a un nombre infini d'émotions qui peuvent être vécues. Yes. Ouais. C'est-à-dire, autant qu'il y aura de sensations vraiment spécifiques reliées à une expérience, autant il y aura de spécificité à l'expérience, autant il y aura de mots pour décrire ces expériences spécifiques. Donc, oui! Salutations donc, aussi aux micro-organismes qui sont entre nous et à l'intérieur de nous, on se parle. Salutations au Zoom. Prenez-le pas mal, là, je ne vous traite pas de 100 cœurs, c'est pas ça l'idée. En fait, c'est que dans mon domaine de recherche, il y a un problème de surreprésentation du cerveau. C'est un peu vrai aussi dans la société en général. Fait que, ce que je viens vous parler, je me sens vraiment privilégié de faire ça parce que, justement, j'étais ici il y a 3 ans avec Isabelle, puis on développait une idée qu'on a eu la chance d'être convaincu, en fait, de se convaincre au fil des années. Puis, essentiellement, ça consiste à vous dire, votre travail émotionnel, puis l'investigation de votre vécu, dans le fond, personnel, ça fait partie de la lutte pour la justice climatique. C'est une partie essentielle, selon moi. Puis, je vais essayer de vous démontrer pourquoi par là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Moi, je vous réfère à mon neuroscientifique préféré. Il dit que, dans le fond, la lutte, ça se fait dans Mind and Life. Donc, la lutte pour le maintien de la vie, la lutte pour le maintien de notre équilibre psychologique, notre santé mentale, essentiellement. Donc, quand je regarde ce concept-là d'une autonomie à l'échelle individuelle, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à l'échelle de l'humanité, on se passe un fardeau de génération en génération. Puis, quand je me connecte à cette réalité-là, je veux méditer. C'est plus fort que moi. Je veux faire la présence attentive. Je vous invite, si c'est sage pour vous, là, si ça vous tente, là, juste essayer de noter qu'il y a un corps ici. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Peut-être si vous êtes à l'aise à le faire, vous pouvez fermer vos yeux et juste prendre une respiration plus profonde. C'est comme ça que je ressens mon privilège. Là. Je me le permets en ce moment. Vous pouvez peut-être donc noter les variations là, dans votre respiration
dans votre rythme cardiaque. Puis, vous pouvez revenir à cet exercice-là là, si jamais vous me trouvez plate. Fait ici, vous avez une citation qui fait écho à ce que je voulais vous démontrer, c'est que votre cœur s'adapte, votre rythme cardiaque s'adapte aux efforts que vous faites. Fait qu'il soit de nature physique, tu sais, comme ça, ou 2 + 2 = 4, cognitif, ou émotionnel, c'est-à-dire que c'est principalement émotionnel, selon moi, nos efforts qu'on fait, parce qu'on s'adapte, on navigue dans des situations émotionnelles tous les jours de notre vie. Fait ici, vous avez une citation de mon rappeur favori, hein? C'est lui qui m'a montré spécialement. Dans le fond, lui, il nous rappelle d'exprimer de la gratitude envers ce qui se passe de façon autonome dans notre corps. Puis, vous voyez, comme la respiration, on peut la contrôler comme elle peut être autonome. Ces deux composantes-là dans la respiration, mais là aussi dans les émotions. C'est-à-dire que je peux choisir de répondre à une situation émotionnelle plutôt que d'y réagir. Puis ça, c'est un message qu'on essaie de développer avec Écomotion, OBNL. Donc, c'est quoi une émotion? Okay? Juste à base, restez avec moi, il y a un peu de théorie, mais ça va bien aller, ça vaut vraiment la peine. Moi, je vous propose qu'une émotion, c'est littéralement tout ce qu'on vit. Parce que littéralement, tout ce qu'on vit a une composante qui est émotionnelle. Par définition, toutes les expériences conscientes sont émotionnelles. C'est comme ça qu'on arrive à faire du sens de notre vie. Tu sais. Donc là, ça sonne un peu ésotérique, mais vous avez ici le modèle le plus réductionniste en sciences psychologiques sur les émotions qui dit, ben, OK, il y a une composante mentale, c'est-à-dire que c'est soit déprimant, c'est-à-dire que c'est soit agréable, désagréable, ou déprimant, ou super excitant ce que tu vis. Mais plus tard, on a fait wow, attends, ça prend plus de dimensions que ça pour décrire la richesse, pour rendre compte de la richesse d'une émotion. Là, en neurosciences, juste au bas ici, mais on s'est rendu compte d'un problème, c'est parce qu'on ne peut pas demander à la personne de nous rapporter avec vraiment beaucoup de précision son vécu sur toutes ces dimensions-là, puis à la fois capter son activité physiologique, c'est-à-dire, je te mets dans un scanner, c'est sûr que j'altère ta manière de fonctionner émotionnellement à la base. Fait que pour ceux qui se connaissent en physique, là, je vous estime beaucoup, c'est pour ça que j'en parle. Donc, on a le même problème qu'avec l'électron. On ne peut pas avoir la vitesse et la position de l'électron aussi précisément. Simplement, on a le même problème avec les émotions. Puis donc, il manque de quoi ici? Là? Je suis désolé. Bref, je veux vous décrire. Il y a un modèle qui nous dit qu'il y a des couches à l'expérience. En fait, c'est le modèle auquel j'adhère. C'est-à-dire qu'il y a une couche qui est narrative. C'est la couche vers l'extérieur. Cette couche narrative-là, c'est « je suis triste ». Okay? C'est l'histoire qu'on se raconte. C'est des mots. Okay? La couche plus concentrique, qui serait le soi minimal, la couche minimale de l'expérience, elle, c'est les sensations qu'on nomme « je suis triste ». Genre, j'ai la voix qui craque, j'ai des larmes aux yeux, etc. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? Donc, restez avec moi, s'il vous plaît. On zoom in dans le présent. Ça, c'est le soi minimal, OK? Votre conscience, là, je peux le mettre ici, elle se promène là, comme ça. Puis, dans le fond, parce que oui, c'est vrai que même si on est dans le moment présent, on est en train d'anticiper ce qui va se passer ou on est en train d'évaluer ce qui vient tout juste de se passer. C'est ça que ça explique ici. Donc, on a une trajectoire, si vous voulez, de votre conscience sur ces deux couches-là. Vous voyez que la couche narrative, elle essaie d'imiter ce qui se passe dans le corps, c'est-à-dire elle essaie de l'expliquer, elle essaie de l'interpréter. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on peut associer ces trajectoires-là à de l'activité du système nerveux. C'est ça que j'essaie de faire avec mon équipe. Bon, là, vous n'avez pas la description derrière parce qu'on a eu un petit problème de transmission de fichiers, mais essentiellement, ça, c'est mon équipe. Puis Jacques Courtois, là, qui est vraiment intéressant, une belle personne qui a
a voulu investir donc, dans ce projet avant-garde-là où on essaye de collecter le plus de données possible sur les mêmes personnes intensivement pendant le plus de temps possible pour justement poser des questions importantes sur c'est quoi fondamentalement une émotion dans le corps, comment ça se passe, c'est quoi. Puis la manière qu'on a décidé de tester ça, une des premières manières, il y en aura d'autres, c'est en montrant à nos participants un show que tout le monde connaît. Fait que l'idée, dans le fond, c'est que l'émotion, moi, que j'investigue ici, c'est ce qui est partagé entre les personnes. L'interprétation partagée du contenu émotionnel de Friends. Puis, pourquoi? C'est que je présuppose, dans le fond, que la synchronie de nos rythmes biologiques, de ce qui se passe dans notre corps, elle reflète cette compréhension-là qui est partagée. OK? Je développe ici. Ça, c'est un rythme biologique qu'on connaît. On a fait l'expérience tantôt, c'est notre rythme cardiaque. Donc là, il y aurait comme deux tracés d'accélération et de décélération du rythme cardiaque de deux personnes différentes. Donc, prenez cette logique-là, puis appliquez-la à 283 000 voxels dans le cerveau, c'est-à-dire 283 000 points pour capter les variations en oxygénation sanguine dans le cerveau. Puis ici, ce qu'on représente, c'est à quel point elle synchrone. Est-ce que... Non, je n'ai même pas l'animation. Ça, c'est une vidéo. Donc là, on avait, dans le fond, un niveau de variation, un niveau de synchronisation qui changeait entre les émissions, en fait. Donc, à chaque émission, il y a une variabilité dans ce niveau de synchronie-là, mais il y a un patron qui est constant. Puis là, on le voit ici à travers justement tous les épisodes. Ça, c'est le même cerveau, donc à plusieurs couches moyennées. Puis on a justement, ce que je vous présente ici, c'est que c'est moins synchrone dans les régions antérieures, c'est-à-dire dans les régions plus affectives, émotionnelles. Moi, ce que je tente de faire, c'est d'expliquer pourquoi il y a une variation. Donc, avec le rythme cardiaque, entre autres. Encore un même problème, parce qu'on n'a pas regardé, désolé. Mais ce qu'on a derrière, en fait, c'est on représente, j'essaie de revenir à ce que je vous disais tantôt à l'échelle de l'humanité, notre autonomie. Parce qu'à l'échelle de l'humanité, justement, on se compte unité. Comme on fait en se synchronisant à Friends, puis comme on fait dans notre vie de tous les jours, on se raconte une histoire, on se raconte aussi une histoire à l'échelle de l'humanité. Puis, donc, pour vous mettre ça en contexte, en relation avec l'éco-anxiété, je fais un peu d'histoire. Rapidement, Anne Sellier, c'est un professeur de l'Université de Montréal qui a décrit le syndrome physiologique du stress. Il a dit qu'il y a des tensions dans le corps, puis ils sont bénéfiques, ils nous signalent, en le fond, un changement qui doit être fait, un besoin qui doit être répondu. Puis l'anxiété, plus tard, on a dit, ça, c'est une version exacerbée de ce stress-là par le mental. Donc, on en a fait un trouble d'anxiété. C'est correct, mais c'est un peu patho-centré. On a un peu le même problème avec l'éco-anxiété, mais là, je vous dis, moi, selon moi, on peut le débattre là, plus tard, mais ce n'est pas un trouble. Parce que les croyances de la personne sont adaptées à la situation. Peut-être que donc l'éco-anxiété et les tensions qui sont signalées par l'organisme, elles signalent un besoin de peut-être faire un peu d'introspection, entre autres. Donc, je vous dis, on peut utiliser le corps comme un trésor pour s'adapter aux nouveaux challenges qu'on a, nous, dans notre génération. Puis donc, pour vous accompagner dans ce processus-là personnel, je vous propose des trucs qui ont été aidants pour moi. Je fais une pause. Est-ce que c'est sage pour moi de m'arrêter là? Juste ça. Puis dans cette pause-là, est-ce que je peux cibler une tension dans mon corps, que ça soit musculaire ou que j'ai la bouche sèche, je pourrais boire de l'eau? Donc, est-ce que je peux cibler une tension puis la relâcher? Tout simplement. Donc,
les tensions de type émotionnel, ben, moi, j'ai trouvé aidant de pouvoir relâcher ces tensions-là avec des mots, des nouveaux mots. Vous comprenez pourquoi je vous disais ça tantôt? Donc, ici, on a une liste d'éco-émotions décrites par Albrecht, Glenn Albrecht, on aime bien. Puis je reviens à mon modèle de tantôt, avec les différentes couches, là. Vous les voyez. Vous avez manqué la première couche, mais bon, ici, ce que je veux vous représenter avec la ligne rouge, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle au téléjournal là, qui est faite pour réagir, nous faire réagir d'une certaine manière. Elle est faite pour susciter une réaction émotionnelle. Puis, c'est bon, est-ce que je peux donc reconnaître cette réaction émotionnelle-là avec la présence, avec les outils, les questions que je vous ai posées notamment, pour juste voir si c'est possible d'amener un peu de douceur dans ce moment-là. Juste changer l'expérience dans le corps. Je vous laisse sur une photo de ma montagne maison, qui ça nomme Mont-Saint-Hilaire plus communément. Mais bon. Donc, c'est une place pour laquelle je vis beaucoup de solitude. Donc, je vous dis que, en fait, je ressens de l'interconnexion avec les différents organismes qui se trouvent là à plusieurs échelles dans cette montagne-là. J'ai appris à les nommer, à voir comment ils changeaient dans le temps parce que j'y retourne souvent. J'ai même essayé de trouver des mots pour décrire le territoire d'une autre manière, d'une manière qui me convenait plus. Donc, pour Iguamadénézibo, qui est Mont-Saint-Hilaire, c'est replacer ça avec ça. Je laisse avec un souhait aussi, c'est celui de se synchroniser donc, sur d'autres sources que la télévision. On n'a plus de messe le dimanche, là. On est au courant de ça, mais est-ce que c'est possible de peut-être avoir un moment dans la semaine que genre, c'est dédié à notre santé mentale? Genre, ça peut nous faire du bien, non seulement individuellement, mais aussi comme à l'échelle de la société. C'est ça. Tenez bon, vos actions, là, elles sont pleines de sens. Juste, est-ce que c'est possible, vous pensez, d'amener un petit peu plus de douceur? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez apprécié votre coucher pendant mon exercice? Je ne sais pas c'est qui la première personne. Allez-y, monsieur, votre nom? Je me présente Don. Je m'excuse? Don. Don. Bonjour. Premièrement, pourquoi il y a des gens qui pleurent facilement devant les parties sentimentales des émissions comme Friends? Oui, ben, tu sais, j'ai pas une explication vraiment à deux cents là-dessus. Là. En fait, ça serait vraiment de nature de l'opinion parce que pour vrai, en science, on n'a pas des explications précises à ces phénomènes. C'est un problème, justement, en sciences des émotions. Mais pour commencer, je vous dirais peut-être que s'il y a des personnes qui sont plus sensibles, parce que c'est ça la question, s'il y a des personnes qui sont plus sensibles à des TV shows ou n'importe quel trigger émotionnel, ben, je vous dirais que cette sensibilité-là peut être due à des facteurs qui sont corporels, oui, entre autres, mais aussi mentaux. C'est-à-dire que tout le bagage culturel aussi est relié autour qui servent à expliquer, dans le fond, notre vécu émotionnel. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce qu'il y a des normes sociales pour qu'on se dise, OK, ben, ces sensations-là, ben, c'est de la tristesse. Ces sensations-là, c'est tel. Puis il y a aussi un apprentissage qui se fait socialement, c'est-à-dire par gratification. Si moi, j'obtiens ce que je veux en exprimant de la tristesse, ben, je vais peut-être le faire plus souvent. Fait que, il y a plusieurs voies d'explication. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui. Merci pour la présentation. C'est vrai.
Juste une question. Est-ce que par rapport à ces questions d'éco-anxiété, mais peut-être que tu n'as pas la réponse, mais c'est pas grave, mais est-ce qu'on observe une différence entre, ou peut-être qu'il n'y a pas eu de recherche dessus. Moi, vraiment, ça m'obsède, ces questions d'écologie, etc. Et est-ce qu'on voit, on observe une différence dans les différentes gammes d'âge? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens au-dessus de ma génération qui ne sont pas concernés. Et autant, par contre, les plus jeunes que moi, notamment les plus grandes, qui développent éventuellement des vrais mal-être. Et moi aussi, d'ailleurs. Je l'attendais, celle-là, justement. Il y a des situations, on peut dire que. Bon, je vais commencer par répéter la question. C'est-tu une affaire générationnelle, l'éco-anxiété? Je vous dirais que, en partie, oui. Mais en partie, c'est un phénomène qui nous touche tous, peu importe l'âge. C'est juste à quel point est-ce qu'on est réceptif, vous parlez de sensibilité, monsieur, tantôt, à quel point on est réceptif à ça, ça dépend de notre culture, des normes sociales. C'est sûr que si j'avais 80 ans et que j'avais beaucoup de temps à vivre, ben, je serais moins concerné. Ça, c'est la première partie de la question, la culture, tout ça. Mais deuxième partie, donc, ça serait dire, bon, il y a des gens qui vivent des versions exacerbées d'éco-anxiété qui s'apparentent justement à des maladies. Ce que moi, je veux vous dire, c'est qu'on a un narratif méta de c'est quoi l'éco-anxiété. Ça, c'est important que ça ne soit pas un trouble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les croyances sont adaptées. Il ne faut pas avoir un discours pathocentrique autour de ce phénomène-là. Donc, notamment avec les éco-émotions et le travail d'éco-motion, notre organisation. On essaie de partager justement un lexique pour décrire son vécu. Peut-être que juste ça peut faire beaucoup de bien dans le bagage culturel qu'on a de l'éco-anxiété. Peut-être que ça peut aider physiologiquement les personnes. C'est mon opinion. C'est de Selon toi, est-ce que l'éco-anxiété est nécessaire pour résoudre des problèmes? Bien, clairement, l'éco-anxiété est nécessaire pour. Ben, c'est ça la question. Je vais répéter. L'éco-anxiété est-elle nécessaire pour nous sortir de cette crise-là? Hein? Ben, je ne dirais pas que c'est nécessaire dans le sens si et seulement s'il y a de l'éco-anxiété, donc on va pouvoir s'en sortir. Non. Genre, justement, l'éco-anxiété ne doit pas être le seul signal pour qu'on s'en sorte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait justement une diversité dans la manière qu'on décrit comment on se sent par rapport à ces problèmes-là spécifiques reliés à la crise climatique, socio-climatique. Pour que justement on trouve des solutions novatrices et qu'on laisse aller notre créativité, notamment en utilisant des nouveaux mots pour décrire comment on se sent. Oui? Ça répond? Oui? C'est une autre question? Peut-être qu'on pourrait discuter à la fin.